La crise de 2008, dite la crise des subprimes, a souvent été utilisée pour pointer du doigt le capitalisme et le libéralisme à outrance qui auraient provoqué justement une catastrophe financière, une catastrophe économique et qui aurait eu des répercussions absolument néfastes sur le niveau de vie de plusieurs milliards de personnes. On cherche un bouc émissaire et souvent c'est les financiers, les grandes banques, les hommes d'affaires, la spéculation, etc., etc. Mais en réalité, pointer le capitalisme et plus précisément le libéralisme comme étant le responsable de cette crise, ce serait comme pointer du doigt les buralistes, les vendeurs de cigarettes et leur dire qu'ils sont responsables des cancers du poumon. Pourquoi est-ce que je dis ça? Car, dans le fond, le buraliste se contente de gagner sa vie en achetant des cigarettes et en les revendant, tout comme l'épicier du coin achète des pommes ou des bananes et les revend. La législation encadre bien sûr la vente de cigarettes et à partir de ces règles et à partir de cette législation, le buraliste arrive à gagner sa vie. Et donc dans le fond, même si ce sont les buralistes qui permettent aux consommateurs de cigarettes, aux fumeurs d'acheter des cigarettes, ce ne sont pas les buralistes qui sont responsables du fait que les cigarettes soient nocifs. Et bien pour ce qui est du capitalisme, c'est pareil. Les entrepreneurs et les financiers ou tout autre acteur prennent des décisions en fonction de ce qu'on leur donne, des règles, des informations, du système de prix, etc., etc. À partir du moment où les règles, les informations ou les prix sont biaisés, les décisions que les agents économiques vont prendre par rapport à ces données-là vont forcément ne pas être optimales. Dans le fond, est-ce qu'on peut réellement blâmer des gens qui prennent des décisions à partir d'informations biaisées et les rendre responsables des conséquences de leurs choix? Choix qu'ils ont fait en suivant la règle habituelle, mais avec une règle qui s'est appliquée à une information qui est incorrecte. Dans le fond, c'est un peu comme si, à une certaine intersection sur la route, vous avez normalement le feu qui passe au vert et l'autre qui est rouge, puis l'inverse, etc. Et puis là, tous les feux qui passaient au vert. Toutes les voitures voient le feu qui passe au vert, vous y compris, et sans trop vous poser de questions, vu que vous êtes tellement habitué à appuyer sur l'accélérateur lorsque le feu passe au vert, vous y allez. Sauf que là, forcément, si tout le monde y va en même temps, c'est l'accident. Dans le fond, qui est réellement responsable de l'accident? Est-ce que c'est le conducteur qui a respecté la règle et qui est passé au vert? Ou est-ce que c'est la personne ou le technicien qui a mal réglé le feu vert, qui est responsable d'une mauvaise information et qui elle-même conduit à une mauvaise prise de décision? L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer que la crise des subprimes, c'est avant tout une crise due à des mauvaises informations, à des mauvais prix notamment. Dans le fond, la crise de 2008, c'est une crise qui est liée intrinsèquement à des faux prix à la fois sur le temps, donc le taux d'intérêt, et à la fois sur l'espace, avec le taux de change. On passe donc notre temps à chercher des boucs émissaires, les financiers, les grandes banques, etc., qui ont bien sûr une part de responsabilité, mais qui ne sont pas la cause fondamentale de cette crise. La cause fondamentale de cette crise, ce sont les faux prix. D'où viennent ces faux prix? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Commençons premièrement par aller du côté du continent asiatique. Le continent asiatique, l'Asie, de la période, on va dire, de 1990 à 1997, va connaître une expansion. Les pays asiatiques vont en fait avoir, pour cela, en termes économiques, un taux de change qui est fixe par rapport au dollar et une libre circulation des capitaux. Donc vous pouvez convertir vos devises locales en dollars et votre dollar en devise locale comme vous voulez, à part en Chine. Et encore une fois, je rappelle bien que le taux de change, par exemple de la Thaïlande, un pays asiatique, donc leur monnaie c'est la baht thaï, je crois, si je dis pas de bêtises, et le dollar n'est pas déterminé par l'offre et la demande comme sur un taux de change flexible, mais c'est un taux de change fixe qui a été décidé par la Banque centrale de Thaïlande. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, les pays asiatiques surévaluent leur monnaie par rapport à ce que serait le prix de marché, donc le taux de change de la devise. Concrètement, ça va poser un problème car le taux d'intérêt et l'inflation qu'il y a par exemple en Thaïlande vont être supérieurs au taux d'intérêt USA, donc au taux d'intérêt américain. Et ça, c'est insoutenable à long terme si vous avez un taux de change fixe. Bon, alors pour essayer de comprendre, on va prendre un exemple. À l'époque, en Thaïlande, vous avez une grosse expansion de l'immobilier. Voilà, c'est en pleine croissance, c'est un secteur où vous pouvez vous faire des sous, et donc vous décidez de devenir promoteur immobilier. Pour faire construire vos maisons, vous avez le choix entre soit emprunter directement en baht thaï, d'accord, soit emprunter directement en dollars, puis ensuite convertir vos dollars en baht thaï. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous empruntez directement en baht thaï,
vous avez du 10% sur votre crédit, ce qui fait un peu mal. Alors que si vous empruntez en dollars, vous avez que du 5%, car le taux américain à cette période-là est 5%. C'est normal puisque la croissance aux USA est moindre que la croissance en Asie. Donc forcément, le taux d'intérêt est plus bas aux USA. Le truc, c'est que si vous aviez eu un taux de change flexible, eh ben, il y aurait eu une sorte d'arbitrage qui se serait fait et qui aurait fait en sorte que le fait d'emprunter à 5% puis ensuite de convertir vos dollars en bas de taille ferait que ça reviendrait exactement au même que d'emprunter à 10% directement en bas de taille. Mais là, rappelez-vous, vous n'avez pas d'arbitrage possible pour la simple et bonne raison que vous avez un taux de change fixe. Ce qui fait que, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant d'emprunter en dollars, puis de convertir vos dollars en bas de taille. Et ainsi, tous les promoteurs immobiliers vont faire ce petit manège, c'est-à-dire qu'ils vont voir les banques et les prêteurs, on va dire d'une manière générale plus globale, les prêteurs qui possèdent des dollars, ils vont emprunter à 5%, et ces dollars vont être rapatriés directement en Thaïlande. On va en profiter à ce moment-là pour introduire la balance des paiements. Alors, qu'est-ce que la balance des paiements? Pour faire court, c'est une sorte d'outil comptable qui retrace un petit peu ce qui sort et ce qui rentre dans un pays. Et on peut concrètement lui donner deux côtés. D'un côté, vous avez les capitaux, donc ce qui va effectivement sortir et rentrer. Et de l'autre, vous avez la balance des transactions courantes ou le compte courant. Il y a plein de noms qu'on peut donner, mais moi je vais dire la balance des transactions courantes. Les comptes courants, la balance des transactions courantes, c'est tout simplement ce que vous devez au reste du monde ou ce que le reste du monde vous doit, à savoir si vous êtes en déficit ou en excédent. Ainsi, lorsque vous êtes, vous, le promoteur thaïlandais, et que vous allez voir les États-Unis pour leur emprunter des dollars à 5%, vous avez votre compte de capitaux qui augmente, puisque il y a des capitaux, il y a du dollar qui arrive, et vous avez votre balance des transactions courantes qui diminue, puisque vous avez maintenant une dette vers les États-Unis que vous devez rembourser. La balance des paiements, elle, est à l'équilibre, puisque c'est un outil comptable, c'est un peu comme un bilan. Bon, très bien, ça c'est la première chose à avoir en tête. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, avec ce petit manège, vous avez une entrée massive de dollars dans le pays, donc notamment en Thaïlande, et vous avez du coup un déficit extérieur en dollars, une dette extérieure en dollars qui augmente. Bon, ça c'est le premier élément à avoir en tête. Le deuxième élément à avoir en tête pour comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est que habituellement dans n'importe quel pays, donc là la Thaïlande, la banque centrale garde toujours des réserves de change, c'est-à-dire que dans les différentes devises avec lesquelles elle commerce, elle rapatrie toujours par exemple là en l'occurrence des dollars qu'elle garde précieusement en réserve pour si jamais les prêteurs en dollars arrivent et disent je veux récupérer des dollars. Il faut bien il faut bien les avoir puisque la Thaïlande ne possède pas la planche à billets en dollars. Les États-Unis sont la seule à la posséder. Ces réserves en dollars, c'est ce qu'on va appeler des réserves de change. Le truc, c'est que la dette en dollars thaïlandaise va continuer à augmenter jusqu'à ce qu'un jour, en fait, la dette de tous les agents économiques, donc ménages et entreprises en dollars, va être supérieure aux réserves de change de la Banque centrale en dollars. Et à ce moment-là, une fois que la nouvelle est issue, les investisseurs, enfin plutôt on va dire les prêteurs, vont commencer à avoir des doutes, à se dire ouais, mais si tout le monde veut récupérer son argent en même temps, ça va pas être, il va y avoir des gens qui ne pourront pas. C'est une sorte c'est un peu un bank run si vous voulez. Et donc vous allez avoir des prêteurs qui vont réclamer leur prêt, tout simplement, ce qu'on leur doit, plutôt que l'échéance, et parce qu'ils prennent peur en fait, ils veulent tout simplement revoir leur dollar. Le problème c'est qu'il n'y en a pas assez à la banque centrale. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tous les emprunteurs, donc vous, le promoteur immobilier thaïlandais, vous allez vouloir essayer de pas trop vous faire plumer. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez essayer de convertir toutes les batailles que vous avez en dollars. Pourquoi? Parce qu'avec ces dollars, vous pouvez rembourser votre prêt et vous êtes tranquille. Et parce que si vous attendez, en fait, vous anticipez que à tout moment, ça peut partir en vrille, ce qui va se passer. Pourquoi? Car on sait très bien que si tout le monde échange ses bas de taille contre du dollar, normalement la bas de taille, le
le taux de change de baht thaï dollar est censé descendre. C'est-à-dire qu'une baht thaï pour 1 dollar, vous allez passer de 20 baht thaï à 30 baht thaï à 50 baht thaï, etc., car plus personne ne voudra des baht thaï. Mais rappelez-vous, ici, on a un système de change qui est fixe. C'est-à-dire que du coup, on ne peut pas avoir cet équilibrage. Ce sera toujours, il me semble que le prix, c'est 1 dollar contre 28 baht thaï. Et pour essayer de compenser ça, la Banque centrale ne reste pas là à rien faire. Elle va augmenter les taux d'intérêt sur les dépôts en baht thaï. Donc, si les taux courts en baht thaï augmentent, c'est-à-dire que la rémunération des dépôts à la Banque centrale en baht thaï augmente elle aussi. Et donc, c'est un peu plus rentable d'avoir de la baht thaï que du dollar, car si vous avez des baht thaï, même si elles ne valent pas grand-chose par rapport au dollar, vous pouvez les faire fructifier à la Banque centrale. Ça, c'est toujours très important quand on étudie des sortes de parité de pouvoir d'achat ou tout simplement de savoir quelle devise est mieux qu'une autre. Il faut pas juste regarder le taux de change ou juste regarder justement la parité de pouvoir d'achat. Il faut aussi regarder le taux de rémunération des dépôts à la Banque centrale. Bref. Donc, la Banque centrale thaïlandaise augmente ses taux pour essayer de redevenir pour essayer tant bien que mal d'avoir un peu d'attractivité sur la baht thaï et donc d'essayer de rééquilibrer à peu près l'offre et la demande en baht thaï et en dollars, mais ça ne marche pas. Et finalement, le taux de change finit par sauter. Il finit par sauter à redevenir flexible. Et là, vous avez la baht thaï qui passe de 28 dollars, 1 dollar pour 28 baht thaï à 1 dollar pour 55 baht thaï. Donc, vous avez presque doubler tout simplement les dettes des gens, puisque si avant vous aviez emprunté 1 dollar, vous l'aviez converti en 28 baht thaï et après vous deviez toujours rembourser 1 dollar, sauf que là ce dollar en fait vous allez non pas devoir redonner 28 baht thaï pour l'avoir, vous allez devoir gagner 55 baht thaï, vous allez devoir gagner quasiment 2 fois plus. Et ça, malheureusement, ça va être fatal pour plein d'entreprises et de ménages. Et finalement, tous les promoteurs immobiliers, donc vous en l'occurrence, et les banquiers, etc., vont être ruinés. Le pays va faire ce qu'on appelle faillite, dans le sens où il va devoir faire appel au FMI. Le FMI, qu'est-ce qu'il fait ? C'est toujours un peu la même musique. Il va organiser une sorte de récession pour que vous dévaluiez et va augmenter les impôts, etc., pour essayer de faire rentrer le plus d'argent dans les caisses. Et surtout, le but, c'est de faire repartir les exportations pour faire repartir après la croissance. D'accord ? C'est une sorte on en a déjà parlé dans différentes séries de vidéos sur les banques centrales ou sur la crise de l'euro. Et puis, il faut bien comprendre, en fait, que le FMI, c'est avant tout un outil de l'Occident, si je puis dire. C'est-à-dire que, dans le fond, le FMI n'est pas là pour sauver la Thaïlande, mais pour faire en sorte que les prêteurs américains se fassent rembourser. Ils ont pas grand-chose à faire du sort des Thaïlandais. C'est toujours, d'ailleurs, le FMI était toujours dirigé par, non pas des Américains, mais par des Français, si je dis pas de bêtises. Mais la France et l'Europe, d'une manière générale, restaient, du moins à cette époque-là, bien dans l'Occident. Donc avec le bloc, on va dire, des pays de l'OCDE, les États-Unis, le Japon, etc., etc. Et donc, si vous voulez, vous avez d'autres pays qui vont subir ce sort-là en Asie, donc l'exemple que j'ai donné, c'est avec la Thaïlande, mais vous pouvez appliquer ça dans d'autres domaines que l'immobilier et puis à d'autres pays. Donc vous avez notamment la Malaisie, la Corée du Sud, l'Indonésie, les Philippines. Ils ont tous fait faillite et ils ont tous dû appeler le FMI. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que les Asiatiques ne sont pas, c'est pas la même culture que les Occidentaux. Les Asiatiques ont une sorte de culture du travail, de la reconnaissance, de la fierté, si vous voulez, et détestent perdre la face. Or, ce qui s'est passé, c'est que quand tous ces pays ont fait faillite, ils étaient obligés d'accepter certains accords que leur dictait le FMI. Et ça, c'est assez inimaginable, parce que c'est une vraie, si vous voulez, c'est une sorte de soumission à l'Occident d'un point de vue géopolitique. Maintenant vous avez fait faillite, donc vous arrêtez ce que vous faites, vous allez écouter ce que nous on vous dit et vous la ramenez pas. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Du coup, les Asiatiques ne sont pas un peuple, on va dire, d'une manière générale, qui aime ça, qui aime qu'on lui dicte que ces règles. Donc, pour ne plus jamais avoir à subir ça, les Asiatiques vont changer de stratagème. C'est-à-dire que là où avant, ils faisaient sciemment leur taux de change fixe au-dessus du taux de change, on va dire, naturel entre les monnaies asiatiques et le dollar, pour justement pouvoir emprunter pas cher en
en dollars et pouvoir après investir en monnaie locale asiatique. Désormais, ils vont faire l'inverse et ils vont faire cette espèce de stratégie du FMI qui est de dévaluer leur monnaie, donc faire baisser leur taux de change pour augmenter leur compétitivité et pour augmenter leur exportation. Ainsi, lorsque vous avez des exportations supérieures aux importations, autrement dit, lorsque vous produisez plus et vous vendez plus aux autres que ce que vous leur achetez, si on reprend notre balance commerciale, notre balance des paiements, pas la balance commerciale, mais la balance des paiements, parce que petit rappel, la balance commerciale, c'est jamais qu'un sous-compte de la balance des transactions courantes, qui elle-même, la balance des transactions courantes, est un sous-compte de la balance des paiements. Et la balance commerciale, pour info, c'est uniquement pour les exportations. C'est la différence entre les exportations et les importations de biens, même pas de services, d'accord ? Bref, c'était une petite aparté, mais voilà. Si on reprend notre balance des paiements, donc, vous avez, pour les Asiatiques, un excédent des transactions courantes et un déficit des capitaux. Pourquoi ? Parce que ils vont vendre plein de trucs au reste du monde, donc ils sont déficitaires au niveau des capitaux, c'est-à-dire que on constate une fuite de biens et services et de monnaie même, mais d'un point de vue comptable, ils sont en excédent vis-à-vis de ce que le reste du monde leur doit. Et donc, ils vont avoir des excédents de tout simplement la balance courante, de la balance des transactions courantes. À l'inverse, l'Occident, forcément, parce que si vous voulez, c'est un jeu à somme nulle, c'est un jeu symétrique, ils vont vivre au-dessus de leurs moyens avec un déficit de la balance des transactions courantes et un excédent de capitaux. C'est-à-dire que l'Asie leur envoie plus de t-shirts, de bibelots, etc., etc. Et puis, les Occidentaux ne payent pas forcément l'Asie, mais ils leur diront, voilà, on a une dette envers vous. Bon, ce qui va se passer, c'est que, normalement, dans une situation à peu près stable et classique, selon la théorie, vu que les pays d'Asie exportaient beaucoup plus que les pays de l'Occident, il y aurait dû avoir en fait toujours la même chose, un arbitrage, un rééquilibrage au niveau des taux de change, au niveau de l'euro ou du dollar vis-à-vis des monnaies locales asiatiques. Or, ça ne s'est pas passé. Pourquoi ? Pourtant, on était bien en régime de change, cette fois-ci flexible. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé ? Et parce que justement, en fait, avec leur excédent de la balance des transactions courantes, les pays asiatiques exigeaient tout simplement de la monnaie. De la monnaie comme des dollars, comme des euros, voilà, les monnaies occidentales. Et donc, en achetant, si vous voulez, grâce à leurs excédents, en achetant des monnaies occidentales, elles augmentaient la demande pour ces monnaies, ce qui faisait que forcément, même si la croissance était moindre dans les pays occidentaux que dans les pays asiatiques, ce qui fait que normalement tout le monde se serait précipité pour échanger ces monnaies du style les dollars, les euros vers les monnaies asiatiques, il y a eu de l'autre côté une augmentation de la demande pour l'euro et le dollar, de la part des Asiatiques, pour forcer le taux de change à ne pas péter à la hausse. Et donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté, si vous voulez, leurs fameuses réserves de change en achetant avec leurs excédents des dollars et des euros, mais qu'en plus de ça, ces euros et ces dollars qu'ils avaient, ils sont pas restés finalement en réserve de change dans la banque centrale, dans les banques centrales asiatiques, ils ont été réinvestis en obligations d'État, en prêt aux États occidentaux, comme la Grande-Bretagne, Espagne, États-Unis, France. Ce qui fait que, vu qu'il y a eu si vous voulez, des achats massifs d'obligations d'État par les pays asiatiques, vous avez eu un choc de demande, vous avez eu le prix des obligations d'État souveraines, les prix des obligations souveraines qui sont montés, ce qui fait que leur rendement a diminué. Et ce qui fait que le prix de l'endettement pour les États et pour les pays occidentaux en général, a été poussé à la baisse. Ça veut dire que l'argent coûte pas cher, ou du moins ne coûte pas assez cher comparé à la croissance et comparé à ce qui devrait normalement coûter. Et pour faire le point avec ce que je disais au début de la vidéo, on tombe finalement sur un faux prix. Car les financiers, dans un tas de modèles, utilisent le taux des obligations d'État pour définir le taux sans risque et pour définir les primes de risque.
La prime de risque d'un actif étant le taux de rémunération de l'actif moins le taux, on va dire sans risque, qui est normalement le taux de la banque centrale ou le taux des obligations court terme d'un État. Or, si le rendement des obligations court terme d'un État diminue trop, vos primes de risque augmentent, mais mécaniquement. C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas un prix naturel, c'est un prix qui a été trafiqué par justement ce fameux taux de change. Donc si il faut résumer déjà à cette étape-là de la vidéo, vous avez les Asiatiques qui dévaluent, ce qui fait que vous avez une augmentation des réserves de change, ce qui fait que vous avez des excédents du coup de la balance des transactions courantes. Et avec ces excédents-là, ils vont acheter du dollar et des euros. Ils vont pas consommer, ils vont acheter des dollars et des euros pour les avoir en réserve et les réinvestir en Occident par le biais des obligations d'État et faire baisser les rendements sur les obligations d'État, ce qui fait que les euros et les dollars ne coûtent pas cher pour les États et d'une manière générale, du coup, pour les pays. Je dis d'une manière générale pour les pays parce que vous avez ce qu'on appelle une structure par terme des taux d'intérêt, où vous avez par exemple la courbe des taux d'intérêt, qui fait que dans le fond, tous les taux sont plus ou moins fongibles pour les produits financiers en fonction de leur risque. Et que si vous avez des États qui empruntent pour pas cher, vous allez avoir par répercussion dans l'économie, des financiers qui vont financer autre chose que des États, comme des entreprises, mais pour moins cher. Pour moins cher que ce qu'ils auraient dû... Par exemple, si le taux auquel les États empruntent devrait être normalement de 3%, et que les financiers exigent une prime de risque de 2% sur les entreprises vont payer 5%. Parce que 5 moins 3, ça fait 2. Ça fait 2% de prime de risque. En revanche, si par des magouilles asiatiques, par l'achat massif d'obligations d'État, vous avez le rendement des obligations d'État qui diminue et qui passe de 3 à 2%, vous allez alors avoir les financiers qui, eux, veulent toujours avoir une prime de risque de 2% et qui, du coup, vont accorder cette fois-ci des crédits à 4% aux entreprises parce que 4 moins 2, ça fait toujours 2. Et donc, à partir de là, vous avez un tas de projets qui, normalement, ne sont pas rentables et ne sont pas assez solides pour être rentables à 4%, mais qui sont financés. Alors qu'auparavant, c'était que les projets à 5%, un peu plus solides, qui étaient financés. Et donc, vous avez ce mécanisme qu'on retrouve toujours dans toutes les crises, qui est que lorsque le financement du crédit, lorsque vous avez un crédit bon marché, une capacité d'emprunter, de démarrer des projets plus ou moins illimité, lorsque vous avez la capacité de financer tout et n'importe quoi, vous financez tout et n'importe quoi, y compris des projets risqués qui, en faisant faillite, menacent les prêteurs. Donc, un taux d'intérêt structurellement trop bas, ça va entraîner des faux prix, ça va entraîner une hausse de la consommation qui ne représente pas la capacité du pays à produire pour avoir cette consommation. C'est-à-dire que le pays vit au-dessus de ses moyens, car il finance ses déficits par les excédents des autres, donc des pays asiatiques. Et vous avez une spéculation parce que l'argent ne coûte rien. Donc à l'époque, à la crise des subprimes, ce fut, aux États-Unis notamment, la spéculation sur les maisons, sur l'immobilier. Donc voilà, l'Occident peut vivre tranquillement au-dessus de ses moyens parce que les taux sont trop bas, structurellement trop bas. Et que du coup, par contre, donc ça c'est cool d'un point de vue de la consommation, donc pour les ménages si vous voulez. Et par contre, vous allez avoir l'investissement, donc les entreprises, les entrepreneurs, qui eux vont se retrouver, vont faire face en fait à une concurrence injustifiée, qui est la concurrence des pays asiatiques. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez tellement d'usines en Asie que vous avez une offre telle que les prix sont bas. Et quand les prix sont bas, si vous avez à la fois des prix bas et une grosse quantité, une grosse capacité de production. Donc, à ce moment-là, les entreprises françaises, soit elles ferment, soit elles délocalisent. Le problème, c'est que lorsque la production, l'industrie, les manufactures françaises ou occidentales d'une manière générale, s'arrêtent ou se délocalisent, ça empêche l'outil de production de richesse du pays de produire justement ces richesses. Et qui plus est, des richesses dites exportables. Car lorsque vous produisez des choses, vous pouvez les vendre au reste du monde. Ce qui aurait pu faire en sorte qu'au bout d'un moment, vous remboursez, ou vous êtes au moins en capacité de un jour rembourser, donc vous êtes solvable, les pays par rapport aux pays asiatiques.
Car si vous avez plus d'industrie, si vous avez que des ingénieurs ou des restos, du tourisme, etc., dans le fond, vous avez des biens qui ne sont pas exportables et vous êtes un peu foutu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la crise de l'euro. Vis-à-vis des pays du Sud, vis-à-vis des pays du Nord. On a déjà fait d'ailleurs toute une série de vidéos là-dessus. Ça, c'est pour l'Occident, mais maintenant, tout n'est pas tout rose non plus pour les Asiatiques, parce que dans le fond, les Asiatiques ont une énorme croissance, mais ils ont un mode de vie et un mode de fonctionnement qui fait qu'en fait, ils n'importent rien, car c'est trop cher pour eux. C'est trop cher pour eux, et du coup, si vous voulez, ils ont une très forte épargne, ils ont du coup plein d'investissements, plein d'usines, mais ils ne consomment rien. Leurs usines tournent grâce, si vous voulez, à la demande des Occidentaux. Et donc on se retrouve dans une configuration où vous avez l'Asie qui vit uniquement grâce à la demande mondiale, donc la demande mondiale moins l'Asie, et si on ne compte pas l'Afrique et ni le Moyen-Orient, c'est la demande occidentale. Et le problème, c'est que du coup on arrive sur un drôle de paradoxe, comme souvent en économie, qui est qu'en fait, à la base, les pays asiatiques se sont dit plus jamais on dépendra des Occidentaux pour faire vivre et faire bouffer nos familles. C'est pour ça qu'ils ont dévalué pour essayer d'avoir plein de réserves. Mais dans le fond, avec toutes ces réserves-là, maintenant, ils ont bâti trop d'usines et ils ont bâti tout un pays et plein d'économies qui ne vivent grâce à des usines qui elles-mêmes vivent grâce à la demande mondiale. Donc finalement, ils sont toujours dépendants de la demande mondiale, de la demande des Occidentaux. Car si les Occidentaux subissent une crise ou sont en mauvaise santé économique, les usines chinoises, elles s'arrêtent parce qu'elles ne produisent pas pour les Chinois. Elles produisent pour les Occidentaux. Car si elles produisaient uniquement pour les Chinois, les coûts, si vous voulez, ça ne serait pas assez rentable pour ces usines-là de vendre aux Chinois, étant donné que la monnaie locale vaut moins cher que la monnaie occidentale, puisqu'ils dévaluent leur taux de change. On en revient toujours à la même chose. Donc au final, cette manipulation du taux de change, ce faux prix, cette fausse information, tout comme l'exemple des feux rouges que je vous ai donné, ça crée des conflits, ça crée trop de maisons dans l'Occident, trop de spéculation si on veut, genre du côté des États-Unis, et ça crée trop d'usines en Asie. Et tout ça rend un système qui, encore une fois, n'est pas optimal dans le sens où il est fragile, dans le sens où il est très bien optimisé pour fonctionner lorsque tout va bien, mais au moindre grain de sable dans l'engrenage, c'est foutu. Dans le fond, si vous deviez retenir deux choses de cette vidéo, ce serait que, de 90 à 97, vous avez les pays asiatiques qui maintiennent un taux de change face au dollar qui est fixe et qui est trop haut par rapport à ce que serait le prix de marché de leur monnaie. Et par conséquent, ils en profitent pour faire une espèce de magouille qui est d'emprunter pas cher en dollars pour faire du commerce chez eux. Et à l'inverse, après, à partir de 97, une fois qu'ils ont fait faillite parce que finalement tout le monde, il y a eu trop d'emprunts en dollars et que les gens se disent tiens, ils ne pourront pas rembourser et que du coup tout le monde veut retirer ces dollars, et du coup le taux de change saute. Vous avez toute l'Asie qui saute et qui est ruinée. Et par contre, après, à partir de 97, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se sont dit bon, on était trop haut, maintenant on va faire l'inverse, on va être trop bas. Et comme ça, ils deviennent compétitifs, ils augmentent leurs exportations, etc., etc. Mais du coup, toute leur croissance et toute la fabrication de leurs usines, leurs outils de production, etc., c'est basé sur la croissance des Occidentaux. Et par rapport à ça, ils vont dégager des excédents commerciaux, et avec ces excédents, ils vont en profiter pour non seulement acheter des devises occidentales, donc des euros, du dollar, qui vont réinvestir en obligations d'État, ce qui fait structurellement baisser les taux des obligations d'État, les rendements, ce qui fait que l'argent coûte moins cher, ce qui fait que les financiers financent plus de projets risqués ou plus de spéculation, et ça nous donne en partie la crise des subprimes. Donc à travers cette vidéo, ce que j'ai essayé de montrer, c'est deux choses. Premièrement, que la crise des subprimes, c'est pas que dû au monde de la finance, à la libéralisation de l'économie, au capitalisme, etc. Mais justement, au contraire, c'est que il n'y a pas eu assez de libéralisme dans les prix. Il y a eu des prix forcés, des prix fixes. Dans le fond, si les taux de change avaient été complètement flexibles, vous auriez eu d'un côté une offre de dollars et une demande de dollars et une offre de monnaie asiatique, une demande de pays asiatique, et tout ce beau monde, tous les financiers, etc., justement, auraient fait des arbitrages, auraient fait tout ce qu'ils auraient dû faire pour faire en sorte que ça ne vaille pas le coup d'investir plus là ou plus là-bas, sous prétexte uniquement d'excédents commerciaux ou d'excédents de capitaux.
Et encore une fois, que dans le fond, accuser le libéralisme d'avoir créé ce type de crise, ben, c'est comme, encore une fois, accuser les buralistes de causer des cancers du poumon. C'est pas eux qui sont responsables, dans le fond, eux ne font que suivre des règles. C'est dans le fond, si on leur donne des fausses informations, des mauvaises règles ou des mauvais prix, en l'occurrence, dans le monde de la finance, le prix est censé refléter une information, bah, à partir de là, les décisions qui vont être prises ne seront pas optimales puisqu'elles seront prises à partir d'une fausse information, comme l'exemple que j'ai donné avec le feu rouge. Dans la prochaine vidéo, on parlera notamment de la zone euro, on va faire un focus sur la zone euro et on parlera une nouvelle fois de faux prix, qui est cette fois-ci le taux d'intérêt directeur unique de la Banque centrale. Je vous laisse découvrir cette vidéo en cliquant quelque part sur l'écran et je vous dis à tout de suite.